simple. Aujourd'hui, la France consacre 14% de sa richesse nationale aux retraites. Demain, dans le futur système, la France continuera à consacrer 14% de sa richesse nationale aux retraites. Il y a un deuxième débat qui est celui des mesures qui permettent d'accompagner la transition, en particulier la revalorisation du salaire des enseignants. Ça fera partie de la trajectoire budgétaire qui sera celle du pays pour les années à venir, puisque nous aurons une loi de programmation des lois de finances qui sera également votée. Ce sera intégré et donc ça résulte aussi de la discussion qu'on va avoir avec les organisations syndicales du monde enseignant. Avec ce texte qui a été publié, il y a bien sûr un volet politique qui est à prendre en compte. Si on rembobine, si on refait le film, là, le retrait de l'âge pivot, Édouard Philippe s'y était accroché, il y tenait beaucoup, on sait qu'Emmanuel Macron un peu moins. Vous dites quoi ? Finalement, il y a un regret en quelque sorte, un aveu de dire pourquoi on a fait ça, pourquoi on l'a mis cet âge pivot, ou est-ce que c'est la résultante d'un coup de semonce du président de la République, là, dans les heures qui viennent, dernière, qui a dit « allez, stop ». Votre question, au fond, elle méconnaît beaucoup les relations du président de la République et du Premier ministre, qui, de par l'histoire que j'ai au sein de La République En Marche, me permet que je connais assez bien cette relation. Et donc, on a une relation d'abord extrêmement étroite, une relation de parfaite confiance entre l'un et l'autre. Et ne croyez pas une demi-seconde que le Premier ministre dise quelque chose ou que le président dise quelque chose qui n'ait pas été concerté au plus haut niveau dans le duo exécutif. Et donc, à partir du moment où je vous dis ça, les décisions qui sont prises, elles sont prises par le Premier ministre avec le président de la République de toute évidence. Donc il n'y a pas de feuille de papier à cigarette ou je ne sais quelle expression entre le président de la République et le Premier ministre. Nous avions considéré sur cette histoire d'âge pivot de 64 ans en 2027. C'était le meilleur chemin. Les organisations syndicales, dans un premier temps, nous ont dit qu'il n'y a pas de problème d'équilibre. Et puis, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il y avait un problème d'équilibre. Ils ont eu le temps de cheminer de leur côté pour trouver des solutions. J'espère que cette amorce, ce chemin qui a commencé à être emprunté pourra être soldé par un compromis qu'ils trouveront entre eux à l'issue de la conférence des financeurs. J'ai bon espoir que ce soit le cas. Faisons-leur confiance. Et c'est le message que nous adressons ce soir aux organisations syndicales réformistes. Nous vous faisons confiance. Je voulais qu'on écoute une réaction justement de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui dit que cet âge pivot, c'était qu'une stratégie de négociation finalement. On écoute la patronne du Rassemblement national. J'avais prévenu qu'en réalité, il s'agissait d'une manipulation, que l'âge pivot n'était intégré dans la réforme que pour pouvoir être retiré et ainsi faire passer tout le reste qui est odieux, qui représente une précarisation évidente des futurs retraités, qui évidemment a vocation à faire baisser massivement et de manière générale les pensions de retraite. Je les accuse d'avoir délibérément manipulé les Français grâce à une technique de négociation en même temps profondément malhonnête mais vieille comme le monde, qu'on appelle d'ailleurs, mais c'est un hasard, on appelle ça le faux pivot, et qui consiste à introduire une mesure inadmissible pour pouvoir la retirer le moment venu et faire passer toutes les autres mesures qui sont inadmissibles. Voilà, elle dit qu'il y avait manipulation. Vous lui répondez quoi, Marine Le Pen ? Que si de nous deux, il y a quelqu'un qui est dans la manipulation permanente, c'est certainement pas celle qui est à cette table. Marine Le Pen est une habituée des outrances, évidemment, dans ses prises de parole, mais aussi d'une forme de manipulation de la réalité, puisqu'elle fait partie de ceux qui pensent qu'il existe des vérités alternatives au vrai réel. Et donc moi, ce que j'ai envie d'adresser, surtout comme message à nos compatriotes ce soir, c'est que on a là l'opportunité de refonder le pacte social de notre pays, de pérenniser un système de retraite par répartition et d'engranger des victoires sociales qui permettront d'apporter plus de justice à ceux qui sont aujourd'hui les nouveaux précaires. Saisissons cette opportunité-là. C'est ce qu'un certain nombre d'organisations syndicales font avec nous ce soir. J'espère qu'on pourra aller sur le chemin d'un nouveau système de retraite. On entend Marine Le Pen qui parle de manipulation, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, parle d'embrouille, Damien Abad pour les Républicains parle de manque d'audace, ce sont tous des parlementaires. Il va y avoir aussi un boulot de la part des parlementaires, et dans le texte envoyé tout à l'heure au syndicat est évoquée la seconde lecture du texte et des ordonnances. Certains ce soir s'inquiètent et disent à quoi va servir la première lecture finalement ? Si on nous parle d'ordonnances, on a l'impression qu'on enjambe le Parlement. Il va falloir faire, ils vont avoir un vrai rôle ce soir aux élus, aux députés et aux sénateurs qui nous regardent. Vous leur dites, vous les rassurez, vous dites, vous allez vraiment avoir un vrai rôle ? Évidemment, la première lecture du texte, vous savez, ce texte, il fourmille de choses. Il faut discuter, par exemple, de la pénibilité. Oui, c'est dans le texte. Il faut discuter de la manière dont on met fin aux régimes spéciaux. Il faut discuter des transitions. Il faut discuter du minimum de pension qu'on va mettre dans le système, de ses modalités. Et donc, évidemment,
qu'il y a une articulation normale dans la démocratie française et dans nos institutions entre la démocratie sociale, c'est-à-dire le temps de la négociation entre des organisations syndicales et un gouvernement, et le temps de la démocratie parlementaire. Les parlementaires auront évidemment vocation à enrichir ce texte, peut-être à l'enrichir aussi de la négociation et des résultats de cette négociation avec les organisations syndicales. Je veux rassurer évidemment tous les parlementaires, qu'ils soient de la majorité évidemment, mais aussi de l'opposition. Il y aura du grain à moudre et nous aurons un très beau débat parlementaire sur une vraie réforme de société. Aujourd'hui, vous faites un pas à gauche. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre un petit peu vos soutiens de droite ? Alors vous savez, moi j'ai toujours considéré à partir du moment où je suis rentrée dans l'aventure d'En Marche que ces notions de droite ou de gauche, elles n'avaient plus du tout lieu d'être. Aujourd'hui, on est dans un parfait en même temps, c'est-à-dire une réforme de transformation progressiste qui permet de faire en sorte qu'il y ait des avancées sociales et qui en même temps nous assure un équilibre pérenne, durable, j'espère pour le siècle à venir. Vous êtes soulagé ce soir ? Ça vous enlève là une très grosse épine dans le pied ? Moi, je ne considérais pas qu'on était ni dans une guerre, ni dans un moment avec une épine dans le pied. Je pense d'ailleurs que nous étions dans un moment de dialogue, alors à la française, où il faut passer par des manifestations importantes pour pouvoir se parler ensuite. Moi, je préférerais qu'on soit dans une démocratie qui est plus apaisée, où on commence d'abord par essayer de discuter avant d'aller dans la rue, mais... C'est une histoire qui est la nôtre et donc parfois c'est aussi important que les gens puissent revendiquer fort ce qui ne va pas pour que on puisse ensuite enclencher des choses positives. Et donc moi, je crois aujourd'hui que ce qui est important, c'est pas de regarder derrière nous, mais c'est de regarder devant. Et devant, on a une très belle réforme à mener. Alors on vous sent victorieuse d'une certaine manière, mais on le rappelle, l'intersyndicale qui rappelle à une nouvelle journée de grève le 16 janvier, les manifestations qui se poursuivent, 149 000 manifestants à Paris. Dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. Comment vous voyez la suite ? Alors d'abord, moi je suis pas dans une optique... Ça va continuer ces grèves, ces manifestations ? Je suis pas dans une optique de victoire. Moi je considère pas qu'on a mené une bataille dans laquelle après laquelle on aurait vaincu un tel ou un tel. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse réussir à mener une réforme dans le dialogue. Ça c'est la première chose. Ensuite, oui, il y a des manifestations, mais elles vont décrescendo depuis le 5 décembre. Et donc, on voit une mobilisation qui s'est amenuisée au fur et à mesure des semaines. On aurait pu faire le choix d'une stratégie du pourrissement consistant à dire, après tout, il y a de moins en moins de gens qui manifestent. Attendons. C'est pas le choix qu'on fait. Et je pense que c'est aussi important de le dire. De dire qu'on fait le choix de continuer à dialoguer. Et on s'est toujours accroché à ce dialogue social-là. Donc moi, j'adresse un message à ceux, en particulier à la SNCF, à la RATP, qui sont encore mobilisés en leur disant, écoutez, aujourd'hui, on a des transitions qui vont être longues pour vous. Ce sont des jusqu'au-boutistes qui sont isolés aujourd'hui, selon vous ? Il faut d'abord laisser le temps aux uns et aux autres de digérer les choses. Donc on verra, il y aura des assemblées générales en début de semaine prochaine, dans les entreprises, dans les gares, qui permettront à chacun de mesurer les pas qui ont été réalisés, qui permettront peut-être aussi aux organisations syndicales qui trouvent qu'on a là un bon compromis d'aller expliquer à leur base ce qu'il en est exactement. Et puis moi je veux pas jeter l'opprobre sur les uns ou les autres. Je crois que vraiment il faut sortir de cet affrontement systématique. On a un bon compromis sur la table. Dans les entreprises, il y a des transitions longues qui vont s'opérer. Effectivement, je dis nettement les choses, il n'y aura plus de régime spécial dans quelques années. Ça, on l'a bien compris, c'est dans le texte aussi du Premier ministre. On a beaucoup parlé d'Édouard Philippe, on a parlé des parlementaires, on a parlé des syndicats, de l'opposition, de la majorité. Emmanuel Macron, on a eu comme source tout à l'heure, l'entourage disait c'est un compromis constructif de la part, c'est ce qu'a trouvé le président, c'est son qualificatif. Il va parler, à un moment donné, sur les retraites. Écoutez, je connais pas l'agenda du président de la République, mais je crois qu'il y a une répartition des rôles qui est très conforme à la 5e République. On a un président... le quinquennat, et le quinquennat, c'est Emmanuel Macron. Vous savez, le président de la République, il parlait pas toutes les 2 minutes pendant que Muriel Pénicaud négociait les ordonnances de travail. Mais il est perçu comme le responsable. Pardon de vous le dire. De la même manière, quand il y a eu la réforme de la SNCF, le président de la République, alors qu'il y avait une grève qui a aussi duré longtemps, était pas là pour prendre la parole toutes les 2 secondes. Il a indiqué un cap. Il a dit, je veux une réforme des retraites qui soit universelle, qui soit équitable, qui soit responsable. Le Premier ministre, avec son gouvernement,